Bonjour, je m'appelle Maud Hénard, je suis coordonnatrice de la Galerie d'art Desjardins située à Drummondville. La conférence d'aujourd'hui va porter sur Espace identitaire, dernière d'une série de 4 expositions qui a été présentée dans le cadre du projet Excentré. Excentré, c'est quoi? C'est une résidence de commissariat collaboratif qui a été réalisée par les directrices de 4 centres d'artistes autogérés, que sont Artprime, Skoll, Circa et la Galerie B312. 3 des artistes sont aujourd'hui présentes pour parler de l'exposition en compagnie de 2 des commissaires. Et je vais céder dès maintenant la parole à Marthe Carrier. Avec l'exposition Espace identitaire, on a voulu aborder les notions de territoire et d'appartenance, qu'elles soient culturelles, sociales ou politiques. Et ce, dans le contexte actuel de la libre circulation des biens, des ententes multilatérales entre les pays et des déplacements humains. Si la migration des peuples est un phénomène récurrent dans l'histoire de l'humanité, en quoi la mondialisation transforme-t-elle l'impact de ces déplacements? Les 4 artistes qu'on a invités pour ce projet d'exposition s'intéressent à ces questions. Dans une série de photographies où on peut voir l'artiste Kim Waldron offrant son temps aux travailleurs chinois en reconnaissance de l'importante contribution en termes de biens de consommation que la Chine fournit à travers la planète et dont profite largement l'Occident. Avec son double écran vert lumineux, Émilie Siri explore les filiations identitaires qui la lient à la Syrie, dont son père est originaire, un pays qu'elle a elle-même très peu connu. À même les photos tronquées de ses passeports mexicains et canadiens, Guillermo Trejo pose la question des frontières par sa double identité officielle et scande par des affiches collées au mur de la galerie des slogans qui questionnent le contrôle du politique et du territoire. Originaire du Golan, Randa Mada nous propose une vidéo où on l'aperçoit lavant et nettoyant les sols d'une maison qui est en ruine, détruite par les bombardements lors de la guerre des 6 jours. Une façon pour elle de se réapproprier cet espace sous occupation israélienne, désormais déserté par les habitants. Juste avant de passer aux discussions avec les artistes qui sont présents, on va vous présenter une courte captation vidéo des œuvres dans l'espace de la Galerie Desjardins, et puis ensuite on va enchaîner avec la discussion. Bonne visite! Bon, après avoir encaissé le coup, je lui ai dit, mais... Et maman, comment elle est? Il me dit, elle ne sait pas. J'ai dit, quoi? Ça fait 3 jours. Il me dit, non, on attendait que tu arrives pour que toi, tu lui annonces. Personne n'ose le faire.
Alors, à travers ces 4 propositions d'artistes, on va entamer ensemble une petite discussion pour reparler un peu de la mise en contexte et de la proximité de vos pratiques. Et puis, j'inviterai Emmanuel, comme l'artiste Randa Madar ne pouvait pas être là, j'inviterai Emmanuel à nous parler un petit peu plus du travail de Randa. Puis ensuite, on va enchaîner notre discussion libre autour des œuvres que vous avez réalisées. Emmanuel? Oui, bonjour. Donc, comme Marthe l'a mentionné, la vidéo qui est présentée par Randa Mada, c'est une vidéo qui dure environ 7 minutes, durant laquelle on voit une femme patiemment laver, nettoyer le sol d'une maison qui apparaît en ruine. C'est une maison qui est située dans un village qui a été presque entièrement détruit par la guerre en 1967. C'est un village dans la région du Golan, qui est un territoire occupé qui fait l'objet, en fait, de guerre toujours aujourd'hui. C'est un geste qui est très intime, très proche du quotidien. Au début, ça peut paraître, quand on regarde la vidéo, ça peut paraître un peu étrange, qu'elle pose ce geste-là dans cet environnement-là. Mais très vite, on comprend qu'elle essaie d'une certaine façon de se réapproprier quelque chose qui est très quotidien, très intime, par ce geste-là assez simple. Une fois qu'elle a terminé de nettoyer l'espace, elle dispose quelques meubles, puis finalement, elle s'assoit sur une chaise, puis on la voit regarder à l'horizon. Puis elle regarde en fait en direction de la Syrie. Puis dans le fond, je pense que ce qu'elle essaie de démontrer par ce geste-là, c'est comment finalement les frontières peuvent être traversées ou comment on peut réunir des territoires par ces infimes petits gestes-là de la quotidienneté qu'on essaie de se réapproprier. Donc, en fait, c'est ça. C'est une vidéo très sensible où on voit toute la complexité de la situation politique, mais aussi de ce que ça a comme impact vraiment sur les personnes. Voilà. Et qui ont dû déserter ou... Ce qui est intéressant, c'est que le Golan est vraiment situé en hauteur. C'est un plateau qui est à la frontière de 4 pays, le Liban, la Jordanie, la Syrie et... pas la Syrie, excusez. Oui, la Syrie et Israël. Et donc, ça a toujours été des luttes pour garder le contrôle sur cet espace-là qui donne la vue sur ces 4 pays-là. Fait que, c'est ça. Kim, toi aussi, quand tu as abordé dans plusieurs de tes interventions, en fait, et en particulier dans celle-ci aussi où tu as rencontré les travailleurs chinois, tu reprends beaucoup les gestes que les protagonistes font dans leur quotidienneté. Est-ce que pour toi, c'est une façon d'accéder ou de mieux saisir leur rôle social ou humain? En fait, ça fait comme plusieurs années que je travaille avec l'autoportrait, puis je dois dire que c'est quand même que je suis dedans les images. C'est toujours basé dans une idée que j'ai eue, que je essaie de mettre j'essaie de rencontrer les gens pour essayer de mettre en place dans la vie normale cette idée que j'ai posée ou que j'ai réfléchi. Alors, avec Made in Québec, c'est que les gens en Chine nous donnent de temps. Ça, c'est l'idée que j'ai eue.
suppose que il fabrique des objets qu'on achète pour moins d'argent. Alors, on a besoin de moins d'argent pour avoir des choses. Alors, on gagne du temps parce qu'on ne doit pas travailler plus pour avoir plus d'argent pour payer pour les... mais quand j'étais là-bas, c'est vraiment mettre en place cette idée que je me suis rendu compte plus comment ça fonctionne en Chine, puis comment les gens interagissent l'un avec l'autre. Puis ça change un peu le projet, puis ça devient quelque chose un peu différent. Alors oui, c'est de... en jouant les rôles que je joue dans ces images, ça forme le projet, puis ça a une autre orientation où j'ai mieux comment les choses fonctionnent, puis je pense que le spectateur peut aussi voir un peu comment ça fonctionne. Oui, c'est une façon pour toi j'imagine que j'imagine que cette expérience-là a vraiment changé pour toujours ta façon de comprendre la Chine ou de recevoir même les objets à la limite. J'ai réalisé que les images qu'on voit dans le média et ma connaissance de la Chine. Puis enfin, ça ouvre mon compréhension de faire ce projet parce que mais c'est souvent comme ça avec les projets. D'être sur place, puis d'intégrer dans la société d'une façon ou une autre pendant une résidence, ça ta compréhension de comment les choses fonctionnent, puis ça donne une orientation à les réflexions que je suis en train de faire. Mm-hmm. Émilie, cette façon-là de s'investir dans un projet, on le retrouve aussi dans ta vidéo Green Screen. Je n'aimerais pas tous les chiffres, là, mais c'est l'équivalent du green screen en termes de chiffres. De quelle manière, toi, pour toi, d'avoir creusé cette question-là de l'héritage culturel syrien via ton père, de quelle manière, en travaillant la vidéo, ça l'a rejoint des sentiments que tu avais ou que tu pensais de la Syrie versus maintenant, en ayant fait tout ce travail de recherche et de... Ben, c'est-à-dire que, bon, dans mon histoire familiale, en fait, mon grand-père avait un cinéma à Damas. Ma famille a un cinéma à Damas. Et ça m'a toujours paru assez extraordinaire, cette idée-là qu'il y a cette histoire du cinéma dans la famille. Mais je pense que je soupçonnais pas à quel point elle était importante dans le tissage de notre histoire familiale. Et donc, l'affiliation qui est la plus évidente pour moi avec la série, c'est vraiment celle du cinéma. Elle existe à travers le cinéma. Et cet écran vert, ça se traduit pas vraiment en français, mais le green screen, qui est une technique d'incrustation, en fait, on filme des objets qui sont filmés séparément pour les incruster dans une nouvelle image. Donc, l'écran disparaît. Le green screen doit disparaître pour laisser apparaître une autre image. C'est une idée qui est très cinématographique. C'est un espace qui est purement cinématographique, mais qui m'a permis de réfléchir à la possibilité de me créer une image de la série. En incrustant, si on veut, des fragments de la mémoire de mon père et des fragments d'une histoire plus collective, d'une histoire plus au présent, de celle des habitants, donc des habitants de la série qui vivent la guerre au quotidien. Et ce qui m'a intéressée, c'est de créer une espèce de dialogue entre ces différents vécus, ces différentes mémoires, ces différentes perspectives et d'essayer de trouver quelque part ma place là-dedans, comment reconstituer mon point de vue, le point de vue de quelqu'un qui n'est pas sur place et qui n'a pas ses référents.
D'ailleurs, le fait que tu laisses que l'écran vert devienne lui-même la représentation de ces différents fragments, ça permet une forme d'ouverture en quelque sorte qui est quand même intéressante d'un point de vue. Il y a comme un renversement de la proposition du green screen original. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner que dans le fond, Émilie, toi, tu as vraiment une formation d'abord et avant tout de cinéaste, hein? Plutôt que vidéaste, qui peut être différent au niveau de l'histoire et tout. Oui, c'est ça. Ben oui, mon parcours est en cinéma, puis en art visuel par la suite, mais c'est vrai que cette formation-là, le cinéma est très présent, disons, dans mon travail, même dans mon travail vidéo. D'ailleurs, j'ai vu des extraits de ton prochain film sur lequel tu travailles, que tu es en train de monter, je crois. Et dans ce film-là, tu vas, plutôt que d'aller faire des cueillettes sur le web ou tout ça, tu as décidé de rencontrer des Syriens à Montréal qui vivent ici maintenant. C'est quoi l'impact que ça a pour toi dans ce rapport-là de filiation avec un pays que tu as plus ou moins connu, mais que tu reçois à travers soit ton père ou ces personnes-là que tu as décidé d'approcher? Ben, je crois que cette dimension était déjà présente dans mon travail de green screen, c'est-à-dire aller chercher tout d'un coup des témoignages de gens qui vivaient en Syrie, de leur vécu. Là, ce qu'il y a de différent, bon, c'est un film où je vais effectivement à la rencontre des gens qui ont quitté la Syrie, mais qui sont la plupart des réfugiés. Certains ont choisi de partir, mais la plupart c'était pas un choix. Et contrairement à mon père, qui est un expatrié, leur vécu est complètement différent. Et donc, cette mise en parallèle de ces deux discours, de ces deux perspectives, c'est ce qui m'intéresse là dans le film. Mais l'idée est la même, c'est juste explorer sous un angle différent, sous un angle qui était impossible tout d'un coup à ne pas prendre en compte. C'est-à-dire que en 2015, il y a eu une énorme vague d'immigration et puis la Syrie s'est retrouvée ici. Et moi, j'avais toujours travaillé en la cherchant là-bas et puis tout d'un coup, elle était là, à côté de moi. Je n'avais pas le choix d'aller à sa rencontre. Et c'est toute une autre avenue qui s'est ouverte en rencontrant les gens et en même temps, encore une impossibilité à réellement la connaître, cette série, parce qu'il y a une distance irréductible entre leur expérience et la mienne. C'est ça qui est exploré là dans le film. Ouais. C'est comme deux moments d'histoire de la série, en fait, les migrants et ton premier travail sur Green Screen. Ça m'amène à toi, Guillermo. I will speak in English. Guillermo, as Emily just said, for her father, he came here. It was his choice. In your case, the fact that you came from Mexico was also a choice that you made. It was not an obligation, like if you have to quit a war country. In your case? Yeah, yes. In my case, I immigrated here with so many privileges, not like other people. In my case, was a really simple transition where immigration was not a forced thing; it was more a personal decision. But in this process of immigrating, that's when I started to realize some of my own privilege and some of my own disadvantage as a Mexican. And that's part of what I want to show in some of my work. And in the work that you present here with your passport, you decide to present half your space from your Mexican passport and half your face from the Canadian one. Have you thought in terms of visual perspective
to just mix them, superimpose them? Yeah, overlap it. What bring you to make this choice? Yeah, so for me, the idea was not too much about overlapping the images, because in that sense, it will be like the same kind of an evolution. And for me, it was more about showing this dichotomy, this clean cut between the, not necessarily about my identity, but how I'm seen through the let's say legal system. So for example, if I travel to the United States and I travel with my Mexican passport, that will not be really desired. There will be a different line. There will be different questions. If I travel there with a Canadian passport, suddenly I'm a desired visitor, and I can go there with a shorter line time and with no too many questions of immigration. So for me, it was more the idea of a clean cut, as if it was two different people. And that's what I put the pictures of the passports and the name, because the names also change. It's as if I have two identities, even though I'm the same person. Through these documents that give you some sort of legitimacy, I'm suddenly two people, not the same, and then I'm seen differently. So for that reason, I like to have the clean cut to show this dichotomy on the perspective of Guillermo from the legal point of view. Mm-hmm. And does your what since you decide to come here, what for you is more what would you like to be more closer from Mexico now that you're living here? What is the most difficult part having chosen that well I guess it's a bit interesting, because sometimes the problem is that if you start to think too much about this, it gets really melancholic, and then you get into this idea of how things could be in Mexico if I was there, or how things will have evolved. To be completely honest in that question, I've been really lucky here in Canada, so that has helped me to have a less melancholic view of me being in Mexico. However, there are some elements that sometimes they do jump to my to let's say the common sense of homesickness, where I'm thinking about, well, I would like to be in Mexico and have different kind of friendships, or different kind of food, or more less feeling of tourists sometimes, when you go to a place and you don't feel completely belonging. So that's sometimes a feeling that I do have as a constant in my mind. But honestly, that's not really because I have had, for the most part, a good time here. It's not constantly on my thinking. And do you think that the way you're producing art now is influenced from your not from your Mexican origin, but do you think it have changed in the way you think? Yeah, so I do. I feel like when I came to Canada, I was starting to be more engaged, trying to make art with a more political concerns. And as I was here, I realized that there was I feel like I have to make more comments and more literally use my art to be some sort of a political tool. And part of this was because being in Canada and seeing a country where, let's say, civil society more or less work and the government is not too corrupt, it showed me a different approach to living standards, basically. And it was really frustrating to see what was happening in Mexico during that time, during the so-called war on drugs. So for me, that was a big spike on my interest to use art as a way to show my political awareness. However, as I live here in Canada and as the year passed and my life changed,
suddenly that became much more harder to deal with, in the sense that I started to have this feeling of trying to talk about Mexico, but not being there, not really having the situation of literally suffering through all of these issues. So it became a bit of a ethical dilemma for me, that even though that's been a long time, I'm still trying to figure out how to deal with that dilemma of how to position it myself as a person who is a diaspora, right? Like, I'm not there, I'm not really experiencing the situation, and how much right I have to talk about this thing, or if this will be my right to talk about that. It's a bit of an interesting situation. Currently, I'm trying to become, I guess, like keeping this dichotomy, trying to develop different bodies of work where not necessarily they follow the same line of thought, but they have similarities aesthetically or thematically, but they are not necessarily all about the crisis in Mexico or about my Mexican identity. I think it's interesting that in all your works presented in that show, there's something about the distance, like your point of view is always from a certain distance. And this is something I feel that join in all your proposition in this show. And it has something to do with the idea of the border. Yes. Also, yeah. What you're saying, Manuel, is really interesting, because I do find that a lot of my work is coming from the kind of a third perspective. You know, I'm not there. I am not really feeling the whole situation, but I have this kind of a reminiscence of Mexico. So a lot of the way that I approach these things is through how Mexico is seen from Canada, or how Mexico is seen from the outside, and how much this is real but also fiction at the same time. So yes, I agree with your position that the way I approach my work is as from an outsider perspective. Yes, and it's something that we see in Kim and Emily works too, and like having that point of view that is from the outside in a way, but trying to appropriate it in a way that you can express what you think about it. Kim, j'aimerais ça te poser une question par rapport à toi, ta famille. Tes parents viennent de vraiment différentes régions. Irlande, je crois. Nouvelle-Zélande, mon père, puis Kentucky aux États-Unis. Ma mère vient de Kentucky. Alors, j'ai 3 citoyennetés, en fait. 3 citoyennetés. Est-ce que cette multi-citoyenneté-là a eu un impact, tu penses, dans ta façon de travailler? Parce que tu fais beaucoup de jeux de rôle où tu t'investis dans l'espace social de gens. Est-ce que pour toi, il y a un rapport ou pas nécessairement? Enfin, je pense que ce que Guillermo a dit au niveau d'être au Canada, mais en même temps d'être investi au Mexique, c'est un peu la même chose pour ma mère qui vient de Kentucky, puis de vivre avec cette influence pendant toute ma vie, les choses qui se passent dans les États-Unis, puis les choses qui se passent ici, a une influence de ma compréhension de le monde, puis comment ça fonctionne. Puis je pense de mon père, quelqu'un qui vient de Nouvelle-Zélande, c'est assez loin de tout que
ça encourage cet esprit d'avoir une envie de voyager. Ce que je pense que j'ai appris de mon père, puis qui a infecté un peu. Infecté, c'est pas le bon mot, mais c'est juste à dire que d'avoir qu'on peut aller ailleurs parce qu'on est curieux, puis on veut comprendre comment le monde fonctionne, c'est une bonne chose. Puis ça enrichit notre compréhension de comment les choses passent. Et avec cette pandémie et tout, je pense que c'est important des œuvres d'art qui essaient de comprendre d'une position d'ailleurs à l'autre. Parce que maintenant, j'ai l'impression que ce qu'on fait dans une partie de le monde a une influence sur nous qui est assez grand, en fait. Anyways, OK. C'est quand même récent dans l'histoire de l'humanité, si on peut dire. C'est maintenant, on est à l'autre bout du monde et on peut appeler « Allô, on peut appeler ici, allô, tout va bien, oui. » Alors qu'auparavant, d'une complexité aussi beaucoup plus omniprésente. Là. Maintenant, les distances, les frontières sont comme... c'est pas juste la pandémie, c'est aussi les changements climatiques. Tout maintenant a une influence, je trouve, sur notre vie quotidienne, qui n'a pas été partie de notre conscience quand j'étais plus jeune, je veux dire. Et c'est vrai, Marthe, que comme tu dis, on a soudainement accès plus facilement à toutes sortes de choses qui sont aux quatre coins de la planète. Mais je reviens sur ce que tu dis, Kim, c'est important qu'on puisse aussi avoir accès à ces choses-là par le biais d'œuvres d'art et pas seulement par le biais de médias ou de réseaux sociaux ou de d'autres canaux qui peuvent être peut-être parfois biaisés ou bon, qui ont les défauts de leur qualité, on pourrait dire. Mais tu sais, je trouve que de pouvoir avoir accès à d'autres cultures par le biais de l'art, ça reste encore important. Puis, en fait, je pense que c'est encore plus important dans le contexte qu'on vit en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais... Il nous reste très peu de temps. J'espère, Emmanuel, avais-tu une autre question que tu voulais poser? Non? Avez-vous d'autres commentaires? Sinon, vraiment, on a été vraiment très heureuses, les 4 commissaires, de réunir vos pratiques ensemble. Pour nous, ça a été comme une belle découverte, une belle complicité entre les œuvres, parce que vous étiez à différents niveaux de cette question-là, de l'espace identitaire, du territoire, de comment on l'occupe, comment on l'investit même. C'était vraiment une belle expérience pour nous. Malheureusement, la plupart d'entre vous n'avaient pas vu l'expo, mais une belle expo. On va essayer de la remontrer ailleurs quand ça va être réouvert complètement. Alors, je vous remercie tout le monde. Puis en plus, avant de terminer, j'aimerais vous juste mentionner que le projet, l'exposition actuelle Espace identitaire s'inscrit dans Excentré, un projet qui a été mené par les 4 directrices de ARPRIM, SCOL, CIRCA et B312. Et on va faire une table ronde prochainement, un peu de la même manière qu'on vient de le faire avec vous, chers artistes. On va faire une table ronde pour revenir un peu sur cette expérience-là, qui a quand même été une belle collaboration entre la Maison des Arts de Drummondville et nos centres à Montréal. Une belle façon de se décentrer et de se recentrer sur autre chose, où on a abordé la question de l'art actuel. Alors, on vous fera signe quand ce sera le temps. On vous invite à en prendre note. Puis merci à toutes vous autres d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Et merci. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.